La parole est à Jean-Marc Germain, rapporteur de la Commission des Affaires sociales. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles, chers collègues, permettez-moi tout d'abord, chers collègues, de commencer par des remerciements. Merci de m'avoir confié la responsabilité d'être votre rapporteur sur ce projet de loi. Je suis d'autant plus honoré qu'il a pour objet le combat le plus noble qui soit, redonner un espoir à la jeunesse. Aujourd'hui, constat terrible, les jeunes pensent qu'ils vivront moins bien que leurs parents. Ils ont la conviction que le progrès n'est plus possible, ou en tout cas pas pour eux. Aucune société ne peut vivre durablement avec ce sentiment ancré dans sa jeunesse. Un pays qui ne donne pas sa place à sa jeunesse et un pays qui n'a pas d'avenir. C'est cette conviction profonde qui a conduit le président de la République à faire ce serment au Bourget que je veux rappeler ici. C'est pour la jeunesse de notre pays que je veux présider la France, nous a-t-il dit. Je veux redonner confiance à la jeunesse. Redonner confiance et espoir à la jeunesse, c'est d'abord rétablir la promesse républicaine d'égalité des chances à l'école. Après des années de dégradation, l'école a relevé la tête en cette rentrée. C'est un premier pas avant la grande réforme, celle qui conduira à donner à chaque enfant les moyens dont il a besoin pour réussir. Redonner espoir à la jeunesse, c'est aussi lui permettre de réussir son entrée dans la vie active. Le chômage est un mal, le chômage des jeunes est un fléau. Notre pays ne peut accepter qu'un jeune sur 4 soit au chômage. Notre pays ne peut accepter qu'à la galère du chômage succède l'angoisse de la précarité. Notre pays ne peut accepter qu'il faille attendre aujourd'hui 28 ans avant de décrocher son premier CDI. Notre pays ne peut l'accepter et il ne l'accepte pas. Le président de la République a fixé dimanche l'ambition. Elle est haute, elle vous oblige, vous l'avez dit, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, elle nous oblige tous. Inverser la courbe du chômage en un an. Pour inverser la courbe du chômage, il nous faudra retrouver la croissance et restaurer la compétitivité. C'est l'objet de la nouvelle politique économique du gouvernement. Investissement européen à hauteur de 120 milliards obtenus de haute lutte par le président de la République. Banque publique d'investissement, fiscalité encourageant l'embauche, la formation et l'investissement. Il n'y aura pas de baisse du chômage sans redressement de notre économie. Pour inverser la courbe de chômage, il faut un glaive, mais il faut aussi un bouclier. Il faut protéger nos entreprises et nos savoir-faire de la concurrence déloyale avec de nouvelles armes commerciales. C'est le nouveau combat européen de François Hollande, celui du juste échange, qui impose la réciprocité des sauvegardes et qui impose le respect des normes environnementales et sociales. Il nous faut aussi protéger les salariés tout en permettant aux entreprises de s'adapter. C'est le nouveau chantier de Michel Sapin et des partenaires sociaux que les partenaires sociaux ont engagé à son invitation. Il faut de la croissance, il faut de la protection, mais il faut aussi des emplois aidés. Ils sont nécessaires, ils sont utiles et ils sont même indispensables pour enrayer la crise. L'histoire a montré que dans les périodes de crise profonde comme celle que nous connaissons, c'est par l'emploi que la croissance repart et non le contraire. Cela a été encore le cas en 1997. On en parle souvent comme d'une période de croissance, mais la croissance n'était pas là au départ. Ce sont les emplois jeunes qui ont permis d'inverser la vapeur en donnant du pouvoir d'achat aux jeunes et de la confiance aux familles. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je fais ici devant vous, Monsieur le Ministre, ce pronostic. C'est à nouveau par l'emploi, avec les emplois d'avenir et avec les contrats de génération que notre pays repartira de l'avant. Je veux, chers collègues, que chacun d'entre nous prenne bien la mesure de la puissance des outils que le gouvernement est en train de mettre en place. 150 000 emplois d'avenir, 500 000 contrats de génération, qui s'ajoutent aux 80 000 contrats uniques d'insertion débloqués en juin. On n'est ni dans l'expérimentation ni dans le pansement. C'est un changement d'échelle de la politique de l'emploi qui changera la donne pour ceux qui galèrent tant sur le marché du travail. Oui, la bataille contre le chômage est lancée tous azimuts par le gouvernement. Le projet de loi portant création d'emplois d'avenir en constitue une pièce centrale.
J'ai rappelé tout à l'heure les chiffres effrayants du chômage des jeunes. Vous avez rappelé aussi ceux des jeunes non qualifiés. Ils dépassent 45% en moyenne dans les 4 premières années suivant la fin des études. Que dire aussi de la situation dans les territoires les plus fragiles? Un jeune sur deux, parfois davantage, sans emploi. Quelle société peut tenir avec cela? C'est à ce cœur du chômage des jeunes que le projet veut s'attaquer. Au fond, l'objectif est simple, et vous l'avez rappelé. Donner une première expérience solide à cette frange de la jeunesse qui est aujourd'hui dans la situation la plus critique. Pour eux, aujourd'hui, c'est l'impasse. Pas d'expérience, pas d'emploi, pas d'emploi, pas d'expérience. Il faut briser ce cercle infernal. Je remercie le gouvernement qui s'est rendu exceptionnel tout l'été et encore ces dernières semaines pour travailler ce texte en concertation avec la représentation nationale. Je veux vous le dire d'emblée, chers collègues, avec l'expérience de celui qui travaille depuis plus de 20 ans sur ces questions, cette loi est une bonne loi. J'en ai la conviction, les emplois d'avenir de Michel Sapin laisseront leurs traces dans notre pays, comme les emplois jeunes de Martine Aubry. Ils laisseront leurs traces parce que vous avez su, monsieur le ministre, attendez un peu, vous allez être convaincus, tirer les leçons de 30 ans d'expérience, des succès et des échecs de ceux qui vous ont précédés. Vous avez pris le meilleur des emplois jeunes, un vrai contrat de travail avec un vrai salaire inscrit vraiment dans la durée. C'est essentiel à chacun pour se construire et trouver sa voie. On ne construit rien de bon avec le couperet de la précarité au-dessus de sa tête. Le caractère précaire, c'est le péché originel des dispositifs actuels, chers collègues de l'opposition. En privilégiant les CDI, en privilégiant le temps plein, en accompagnant l'employeur pendant 3 ans, les emplois d'avenir répondent à cette première exigence. Vous avez pris aussi le meilleur de l'apprentissage, et je crois que sur tous ces bancs, nous défendons l'apprentissage, la formation. Toutes les études le montrent, la formation, c'est le meilleur passeport pour l'emploi, et ce d'autant plus qu'elle est qualifiante. Les employeurs seront sélectionnés en fonction des perspectives d'acquisition de compétences et de qualifications précises et validées. Oui, vous avez puisé le meilleur dans l'existant, mais vous y avez ajouté de la souplesse. La politique, pour nous, c'est donner plus à ceux qui ont moins. C'est la raison pour laquelle les priorités établies selon des critères d'âge, de nature de l'activité ou de l'employeur sont indispensables. Mais la vie ne se résume pas à des cases dans lesquelles on pourrait mettre chacun. Ainsi, par exemple, votre rapporteur juge positivement la porte entrouverte à d'autres employeurs que ceux du secteur à but non lucratif. Il y a des entreprises dont l'activité et le fonctionnement ne sont finalement pas très différents des associations. Je suis convaincu que s'appuyer sur celle-ci sera bien utile, monsieur le ministre, parfois dans les territoires où l'emploi fait tant défaut. Faisons confiance aux acteurs de terrain pour en juger. Voilà ce sur quoi je voulais insister concernant le projet de loi du gouvernement. J'en viens maintenant à nos débats en commission des affaires sociales. D'abord, pour me féliciter, chers camarades de l'opposition, du climat très constructif dans lequel il s'est déroulé. Je veux en remercier à mon tour les collègues de l'opposition, je viens de faire, mais aussi les collègues de la majorité. Je forme le vœu, écoutez bien cette fois, que nos débats dans l'hémicycle soient de même nature. Notre travail a été facilité par celui du gouvernement, je l'ai dit, quand les fondations sont bonnes, c'est plus facile de bien faire les finitions, vous en conviendrez. Bien sûr, c'est vrai, pour le travail parlementaire, le rythme imprimé par le gouvernement avec la session extraordinaire et la procédure accélérée est exigeant, pour ne pas dire sportif. Mais nous ne nous en plaignons pas, bien au contraire. Nous serons toujours à vos côtés, monsieur le ministre, pour aller vite. Le combat contre le chômage ne souffre d'aucun répit. Je veux à ce moment aussi remercier les services de l'Assemblée qui se sont mobilisés de manière remarquable pour permettre de bien travailler dans ce calendrier resserré. Ce calendrier serré a une conséquence directe, je dirais même une récompense, c'est que notre commission a pu ainsi avancer de 2 mois l'entrée en piste des premiers emplois d'avenir. Je disais tout à l'heure que la première exigence pour réussir, c'est la stabilité et la durée. Nous avons en commission renforcé encore le texte sur cette question, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, en allongeant au-delà de 3 ans l'aide lorsqu'il s'agit de finir une formation qualifiante, en demandant que lorsque le CDI n'est pas possible, le CDD de 3 ans soit privilégié,
en limitant le recours au temps partiel au strict nécessaire. La deuxième exigence, c'est la formation. Afin qu'aucun jeune ne ressorte sans un bagage solide, nous l'avons rendue obligatoire, nous avons demandé qu'elle soit à visée clairement qualifiante et nous avons prévu la validation des acquis en fin de contrat. La troisième exigence, c'est l'accompagnement. La sortie se prépare dès l'entrée. Nous avons à cet effet instauré un accompagnement du jeune tout au long du contrat, par l'employeur sous forme du tutorat, mais aussi par les organismes prescripteurs, Pôle emploi et les missions locales. Des rendez-vous réguliers auront lieu pour vérifier les progrès accomplis. Je parlais tout à l'heure de souplesse. Nous avons souhaité en introduire une importante concernant les jeunes qui, bien que diplômés, rencontrent des grandes difficultés d'accès à l'emploi. Il ne s'agit pas de remettre en cause la priorité peu ou pas qualifiée. Elle est fondamentale. S'ils n'acceptent pas ces emplois-là, ces jeunes-là n'auront rien. Mais les jeunes qui ont réussi leurs études et qui pourtant rencontrent de grandes difficultés d'accès à l'emploi, s'il faut les orienter vers d'autres emplois, ils seront au cœur des contrats de génération, le ministre nous l'a dit, ne comprendraient pas que la porte des emplois d'avenir leur soit totalement fermée. Enfin, pour être complet, je terminerai en précisant, c'est loin d'être un détail, par deux enrichissements importants apportés par notre commission. Nous avons étendu la priorité territoriale initialement centrée sur les zones urbaines sensibles aux départements et territoires d'outre-mer qui sont frappés par les mêmes difficultés d'accès à l'emploi des jeunes, ainsi qu'aux zones de revitalisation rurale. Nous avons introduit un volet handicap au projet de loi. L'engagement de François Hollande d'en faire la règle pour tout projet trouve ici sa première traduction. Et je veux le dire, parce que j'ai lu dans la presse qu'on faisait le reproche au ministre de ne l'avoir pas mis dans son projet de loi initial, que c'est un reproche un peu injuste, puisque dès le mois de juillet, nous avons travaillé ensemble sur ce volet handicap pour qu'il soit dans la loi. Donc il ne s'agit pas d'un oubli, mais bien d'une façon respectueuse du dialogue avec le Parlement. Des débats ont eu lieu sur la présence dans ce texte des emplois d'avenir professeurs. Je ne vais pas y revenir longuement, je laisse ma collègue qui va rapporter sur cette question. Je veux juste y insister concernant l'importance pour moi qu'il figure dans ce projet de loi avec les emplois d'avenir que je qualifierais de classiques. Ils sont de nature un peu différente des autres emplois puisqu'ils s'adressent à des étudiants et non des chômeurs. Mais au fond, ils poursuivent le même objectif de manière préventive. Ils permettront d'accompagner jusqu'au métier de professeur des jeunes boursiers des zones urbaines sensibles ou des zones d'éducation prioritaire qui sinon seraient contraints d'abandonner leurs études faute de moyens. Ensuite, et c'est essentiel pour moi parce que ces emplois d'avenir professeurs vont avoir un effet extrêmement bénéfique sur les emplois classiques d'avenir eux-mêmes. Le problème de beaucoup des emplois aidés actuels, c'est que parfois le remède est pire que le mal. Sur le CV, ce n'est pas un plus, mais c'est un moins. Avec la durée de 3 ans, avec les formations exigées, le mixage avec les étudiants va contribuer grandement à prévenir les dispositifs des effets de stigmatisation. Chers collègues, j'en viens à ma conclusion. Au moment où nous entamons dans l'hémicycle l'examen de ce texte, je veux penser au visage angoissé, indigné et parfois même résigné de ces jeunes que j'ai rencontrés ces derniers mois et qui m'ont demandé de l'aide pour trouver un emploi. Et je veux imaginer les sourires de ceux d'entre eux que nous croiserons dans quelques années et qui nous diront « Merci de nous avoir fait confiance, merci de nous avoir donné votre chance, merci de nous avoir mis le pied à l'étrier. » Le texte que nous examinons parle d'emploi d'avenir, mais il parle au fond de bien plus que cela. Il parle de notre République. Il dit la volonté de ne laisser aucun jeune ni aucun territoire sur le bord de la route. Oui, c'est un texte républicain qui doit mobiliser tous les républicains pour, comme avait dit Jaurès dans son célèbre discours à la jeunesse, faire jaillir dans la vieille forêt humaine l'immortelle fraîcheur des sources. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.